Salut, aujourd'hui on va parler de l'expérience qui a permis de découvrir les électrons et on va voir à partir de là comment les physiciens ont imaginé la structure interne des atomes. Il y a eu des modèles assez rigolos, le modèle de Saturne, le modèle du pudding, on va voir ça. En commentaire de la dernière vidéo, Axel nous dit MDR bande de minables menteurs, les atomes n'existent pas, il n'y a aucune preuve de l'existence des atomes, la science c'est rien de plus que du détournement de fonds publics. Les photos d'atomes déclarées par la science sont rien de plus que des photos prises à partir de microscopes de morceaux de jeans tout pourris. Alors tu as raison, il n'y a aucune preuve de l'existence des atomes. En science on ne prouve jamais rien, donc ça sert à rien de demander des preuves. Ce qu'on fait, c'est accumuler des observations et construire des modèles simples et cohérents qui permettent de rendre compte de ces observations. Donc faut pas parler de preuves, mais plutôt d'indications. En tout cas, merci pour ton commentaire. Au 19e siècle, on a de plus en plus de ces indications. On l'a vu dans la vidéo précédente, Dalton et Lavoisier ont montré que les éléments chimiques se décomposaient en briques de base. En plus de ça, on s'est rendu compte que les cristaux étaient formés de petites cellules qui se répètent, et si on suppose que ces cellules sont faites de quelques atomes, ça permet d'expliquer beaucoup de choses, notamment la diffraction de la lumière par les cristaux. Et l'hypothèse des atomes sera ensuite confirmée par la thermodynamique, qui est la branche de la physique qui étudie les effets de la pression et des échanges thermiques. On va notamment interpréter la pression comme un effet des chocs des molécules sur les parois, et la température comme une mesure de l'agitation de ces molécules. Un objet froid, c'est un objet dans lequel les atomes vibrent et se déplacent lentement, et un objet chaud, c'est un objet dans lequel les atomes se déplacent rapidement. Malgré tout ça, à l'époque, il y a encore beaucoup de scientifiques qui ne croient pas en l'existence des atomes. Henri Deville dira notamment « L'hypothèse des atomes est une pure invention de notre esprit, des mots auxquels nous prêtons réalité. Je ne sais pas la définition qu'on peut donner du matérialisme dans la science, mais ce qu'il y a de plus dangereux, c'est de mettre de l'esprit dans la matière, car alors on apporte le mysticisme et la superstition. » Fin de citation. La controverse, c'est normal en science, il ne faut pas avoir peur de la contradiction, et avoir des gens comme Henri Deville qui ont l'esprit un peu fermé, c'est une bonne chose, et je dis ça vraiment sans jugement. Cet esprit critique, ça permet déjà de faire le tri entre les nouvelles théories, et ensuite ça permet aux théories qui fonctionnent d'affûter leurs arguments. De notre côté, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de mettre un peu de magie justement dans les équations. Il ne faut pas avoir peur de donner du sens aux choses. Alors bien sûr, on risque de se tromper, mais il faut prendre ce risque à mon avis. Il faut faire des erreurs, sinon on reste un peu coincé dans une vision tiède où on n'ose rien dire sur rien, on n'ose rien construire. C'est un peu comme avec le phlogistique dont je parlais dans l'épisode précédent. La théorie du phlogistique, c'était pas une bonne théorie, mais grâce à elle, Lavoisier a pu comprendre la nature de l'oxygène, de l'hydrogène, etc. Des fois, d'une certaine manière, on a besoin du faux pour atteindre le vrai. C'est un thème de réflexion que j'aime beaucoup, donc si vous avez des idées là-dessus ou des exemples à donner, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En 1857, un physicien allemand, Heinrich Geissler, s'amuse à faire le vide dans un tube de verre et à le soumettre à des tensions électriques élevées. Quand il fait ça, le tube se met à briller avec parfois des couleurs très chatoyantes suivant le gaz qu'il met à l'intérieur. On appelle ça les tubes de Geissler et ce sont les ancêtres des néons qu'on utilise maintenant pour les enseignes lumineuses. Quelques années plus tard, William Crookes perfectionne le dispositif, notamment en utilisant des pompes à vide plus performantes pour enlever un maximum de gaz à l'intérieur du tube. Et la tension électrique est appliquée entre les deux électrodes, la borne moins qu'on appelle la cathode et la borne plus qu'on appelle l'anode. Donc il fait comme Geissler, il allume la tension et le tube devient luminescent. Mais chose très bizarre, au fur et à mesure que le vide s'établit dans le tube, une zone d'ombre apparaît au niveau de la cathode. Crookes continue à activer la pompe, la pression continue de diminuer, et plus il fait ça, et plus la zone d'ombre grandit. À la fin, le tube est plongé dans l'obscurité, sauf tout au bout, de l'autre côté de l'anode, où on observe une sorte de scintillement. C'est incroyable tout ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de découvrir l'électron. On va voir pourquoi. Ensuite, c'est Johann Hittorf qui se rend compte que ce scintillement vient en ligne droite de la cathode. Il y a donc quelque chose qui se propage de la cathode jusqu'à l'autre côté du tube. On appellera ça des rayons cathodiques. Et c'est là qu'entre en jeu J.J. Thomson. Joseph John Thomson, ou J.J. Thomson, on va l'appeler J.J., reprend l'expérience de Crookes et essaye de déterminer la nature de ces rayons cathodiques. À l'époque, deux écoles s'affrontent. Certains pensent que c'est une onde électromagnétique, donc de la lumière, et d'autres pensent que ce sont des particules, peut-être des atomes. Pour trancher entre les deux, J.J. va essayer de dévier les rayons cathodiques avec un champ électrique. Quand il y a un champ électrique, les objets qui ont une charge électrique sont déviés par ce champ. Donc si les rayons cathodiques ont une charge électrique, en mettant un pôle plus et un pôle moins, donc un champ électrique,
on devrait voir une déviation de la trajectoire de ces rayons cathodiques. Par exemple, s'ils ont une charge moins, ces rayons devraient être déviés vers le plus. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du tube, il y a des ions, c'est-à-dire des atomes chargés. Ces ions, s'ils ont une charge positive par exemple, ils vont être attirés par le pôle moins du champ électrique qu'on vient de mettre. Donc comme les plus sont attirés par les moins, les ions positifs vont être attirés vers le pôle moins du champ électrique qu'on vient de mettre, et ça va créer un nouveau champ électrique qui va compenser le premier. Donc vous avez la somme des deux champs qui fait 0, et si vous faites passer les rayons cathodiques à travers tout ça, même s'ils ont une charge électrique, ils ne vont pas être déviés. La solution, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ions à l'intérieur du tube, ou en tout cas le moins possible. Et donc ce que Gigi va faire, c'est de faire un vide ultra poussé à l'intérieur du tube. Or là, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'on le sait maintenant, les rayons cathodiques, ils sont créés par le gaz qu'il y a dans le tube. Donc s'il y a quasiment plus de gaz, il y a quasiment plus de rayons cathodiques non plus. Et Gigi va résoudre ce deuxième problème en mettant de la peinture phosphorescente à l'autre bout du tube, comme ça même s'il y a très peu de rayons cathodiques, on va quand même les voir, il va quand même y avoir de la luminescence. Et après avoir fait tout ça, la conclusion est sans appel, les rayons cathodiques sont bel et bien déviés par le champ électrique. Ils possèdent donc une charge électrique et cette charge est négative. Deuxième expérience de Gigi, il compense cette déviation du champ électrique par un aimant, donc avec un champ magnétique, et il observe deux choses. Première chose, les rayons cathodiques vont à une vitesse assez élevée mais moins que la vitesse de la lumière. Et deuxième chose, en supposant que ces rayons cathodiques ont à peu près la même charge que les ions qu'on connaît d'habitude, ils vont avoir une masse qui est 1000 fois plus petite que celle des atomes. Conclusion, les rayons cathodiques, c'est pas de la lumière, ce sont de toutes petites particules chargées négativement et qu'on appellera ensuite les électrons. Donc l'interprétation de tout ça, c'est que la tension qu'on met entre l'anode et la cathode va ioniser le gaz, c'est-à-dire arracher les électrons des atomes. On a alors un plasma qui se forme, c'est-à-dire un mélange d'ions positifs et d'électrons. Et l'énergie des collisions dans ce plasma est en partie transformée en lumière, d'où la luminescence des tubes. Donc ça, c'est l'expérience de Geissler. Ensuite, quand Crookes va faire baisser la pression, les ions positifs vont être attirés par la cathode, c'est-à-dire le pôle négatif. Et quand ils vont percuter cette cathode, ça va émettre plein d'électrons. Et comme les électrons, eux, ils sont chargés négativement, ils vont se diriger vers l'anode, le pôle positif. Donc ils vont grossièrement dans la direction de l'anode, il y en a un certain nombre qui vont passer un peu à côté et qui vont taper le fond du tube. Donc ça, c'est l'interprétation de l'expérience. Une fois que J.J. Thomson il comprend ça, il va ensuite se demander comment les électrons sont intégrés à l'intérieur des atomes. Et il avance un premier modèle qu'on appelle le modèle du pudding. Dans ce modèle, la charge positive est répartie sur tout un volume et les petits électrons baignent dans ce volume, un peu comme les fruits qui baignent dans un pudding. Un peu plus tard, Nagaoka propose le modèle de Saturne avec une charge centrale positive et des anneaux négatifs, un peu comme pour la planète Saturne. Mais c'est Jean Perrin qui aura la bonne intuition et il écrit notamment en 1901 « La masse d'un projectile cathodique, masse que nous appellerons désormais corpuscule, est seulement la millième partie d'un atome d'hydrogène. Nous avons donc réalisé la division de l'atome en parties plus petites et même beaucoup plus petites. Tel est le résultat capital dû à J.J. Thomson. On fera par exemple l'hypothèse suivante. Chaque atome serait constitué d'une part par une ou plusieurs masses chargées d'électricité positive, une sorte de soleil positif dont la masse serait très supérieure à celle d'un corpuscule, et d'autre part une multitude de corpuscules, sorte de petites planètes négatives, en sorte que l'atome soit électriquement neutre. Et cette intuition sera confirmée quelques années plus tard par Rutherford avec sa fameuse expérience de la feuille d'or. Dans cette expérience, Rutherford bombarde une feuille d'or très fine avec des rayons alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. Il trouve alors un résultat extrêmement surprenant. La plupart des particules vont tout droit, comme s'il n'y avait pas d'obstacle, mais un certain nombre de ces particules sont déviées avec un angle beaucoup plus grand que prévu. Il y en a même qui rebondissent sur la feuille et qui repartent en arrière. De manière générale, la force électrique entre deux charges est d'autant plus grande que ces charges sont proches. Donc si l'atome est assez gros, la particule alpha va avoir du mal à se rapprocher du centre, et donc la distance va être élevée, et donc la force va être petite. Par contre, si l'atome est plus petit, là la particule alpha elle va pouvoir passer beaucoup plus près du centre, et donc on aura une petite distance et donc une force plus grande. Or là on trouve une force de déviation extrêmement grande. Donc l'objet qui dévie la particule alpha il doit être extrêmement petit. Et cet objet minuscule, c'est le noyau atomique. Rutherford calcule qu'il est 100 000 fois plus petit que l'atome.
Il avance donc un nouveau modèle qui est encore très utilisé aujourd'hui. L'atome, c'est essentiellement du vide, avec un tout petit noyau au centre et des électrons qui orbitent autour. Donc dans l'expérience de la feuille d'or, la plupart des particules alpha, elles passent dans le vide de l'atome, donc elles ne sont pas déviées, elles passent au travers de la feuille. Mais de temps en temps, il y a quelques particules qui vont arriver pile au niveau du noyau et qui vont passer très près, donc il y aura une force très élevée, et donc un angle de déviation très grand. En étudiant ces noyaux, Rutherford travaillera ensuite beaucoup sur la radioactivité avec Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, mais ça ce sera pour le prochain épisode. Cette vidéo c'était la deuxième de la série Voyage au cœur des atomes. Ensuite on parlera donc de radioactivité, des neutrons, des neutrinos, de la fusion nucléaire, et tout ça, ça nous permettra de parler de ce qui se passe au cœur des étoiles. Donc vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de tout ça. À bientôt.